C'est pas parce que je pose une limite que je romps le lien. Il faut adopter la croyance, les personnes m'aiment dans mon entièreté, c'est-à-dire avec mes besoins et les limites que j'ai besoin de poser pour que mes besoins soient honorés. Si dans cette relation, je ne suis pas aimée, ou au moins acceptée, ou au moins respectée dans mon entièreté, ça n'est pas une relation. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode dans lequel on continue notre série Un café avec Camille. Le concept, c'est qu'est-ce que tu me demanderais, qu'est-ce que tu me raconterais si tu allais prendre un café avec moi. Il y a quelques temps, je vous ai demandé de m'envoyer vos histoires et donc je continue avec des histoires aujourd'hui. Et il y a une phrase que l'une d'entre vous m'a écrite dans son mail et j'ai pas pu l'oublier. Et cette phrase, elle disait « J'ai l'impression d'être coincée entre deux choses. Me respecter ou préserver le lien. » Et cette phrase, elle vient toucher ce que Gabor Maté explique très bien, hein, ce dilemme universel de l'enfant qui grandit dans un environnement qui ne l'accepte pas complètement comme il est, et c'est ce dilemme entre authenticité et attachement. Donc authenticité, me respecter ou préserver le lien, attachement. Et cette phrase, elle raconte toute une vie organisée autour d'une croyance, c'est que se choisir, c'est perdre l'autre. Si t'as écouté le premier épisode de cette série, tu sais qu'on a parlé du corps, de comment y revenir, de ce qui se passe quand on s'en est coupé depuis tellement longtemps, quand on s'en est coupé si tôt, qu'on sait même plus comment y revenir. Aujourd'hui, on va une étape plus loin, parce que le corps, on peut commencer à l'apprivoiser, le réapprivoiser seul, mais les activations qui viennent dans nos conversations, dans le lien avec les autres, les limites qu'on veut poser, tout ça, ça se pose avec les autres. En relation, en conversation, en famille, dans un open space, dans un couple. Et c'est là que souvent, on peut se sentir bloqué à nouveau. Et c'est là aussi que tout ce qu'on a compris et ce qu'on pense avoir travaillé sur soi, sur son système nerveux, sur ses schémas, disparaît en quelques secondes. Parce qu'en face, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, il compte, et pour notre système nerveux, c'est potentiellement une menace de perdre le lien, justement. Donc ça vient réactiver en quelques millièmes de seconde tous nos bagages qu'on a avec l'attachement. Sur l'attachement, je te renvoie aux épisodes 74, 75 et 76 du podcast, qui était une série que j'ai appelée Au cœur de l'attachement, si tu veux replonger un petit peu dans ce thème-là. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à 3 femmes qui m'ont envoyé leur histoire et qui connaissent très bien toutes ces problématiques et ces challenges qui peuvent émerger autour de l'attachement. Il y a Laetitia qui a excellé toute sa vie, piloté des projets hyper difficiles, dit oui à tout et puis qui s'est effondrée. Il y a Maëva qui a tout donné dans une relation professionnelle, qui a posé ses premières limites et qui a été complètement noyée sous la culpabilité. Et puis il y a Laura qui explore le sujet de la théorie polyvagale et qui me pose une question très spécifique sur la honte et je voulais absolument répondre à cette question. Donc on y va. La question pour cet épisode, c'est: est-ce qu'on peut se choisir sans se couper des autres? Est-ce qu'il existe une façon de poser des limites qui ne ressemble pas à un abandon ni de soi ni de l'autre? Je crois que oui, et on va en parler. Je commence avec l'histoire de Laetitia. Laetitia, tu me dis quelle belle idée de t'inspirer de nos expériences. Je me suis inscrite au programme Rise et je veux croire que je vais réussir à trouver des moments de paix de plus en plus. Voici mon histoire. Je m'appelle Laetitia, j'ai 49 ans, bientôt 50 en août, et j'essaie chaque jour de me convaincre que je ne suis pas cassée ni bizarre. J'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle dans laquelle les émotions n'avaient pas leur place. Mes parents eux-mêmes étaient immatures émotionnellement, avec leurs histoires à eux, leurs traumas. Alors j'ai fait silence. J'ai rasé les murs, fait en sorte de ne pas créer de bazar. On disait « Laetitia est sage comme une image ». Oui, c'était vital car j'avais vraiment la sensation de déranger. Pourtant, mes parents m'aimaient. Mon père reportait sur moi des attentes de petite femme que ma mère lui refusait. Ils ont fini par divorcer à l'aube de mes 13 ans. Ma mère était efficace, faire ce qui devait être fait. Pas de câlin, pas de douceur. Je me souviens d'une fois avoir saigné du nez en pleine nuit. J'ai eu peur et je suis allée la réveiller. Elle m'a dit
Pourquoi tu me réveilles? Que veux-tu que je fasse? Prends un mouchoir, ça va passer. Et j'ai enregistré que j'étais seule et que je ne pouvais compter sur personne. Y croire serait même dangereux. Avec mon père, c'était pile ou face. Il lui est arrivé de ne pas me parler pendant 1 mois, car en colère contre moi. Et je n'avais aucune idée de la raison. Mais si, tu sais très bien. Bref, je me suis construite avec une armure en fonte, solide, mais tellement lourde. Je suis maman d'une petite fille de 10 ans, en instance de divorce, et dès que je suis devenue maman, je n'ai pas compris, mais j'ai senti qu'il y avait autre chose que ce que j'ai connu, que ce que j'avais connu. Alors oui, étant moi-même dérégulée, j'ai cherché, tâtonné, testé, beaucoup pleuré, car je sentais qu'il y avait quelque chose de bloqué en moi. J'ai excellé dans mon travail, piloté des projets de grande envergure, réussi là où les collègues échouaient. Mes responsables disaient « Ce projet est touchy, on va le confier à Laetitia ». Je n'ai jamais dit non, bien sûr, je ne sais pas encore bien le faire. Et puis tout a clashé, Covid, puis post-Covid, le bon petit soldat s'est écroulé avec un burn-out qui me titille toujours. J'ai cru que je n'étais pas assez forte, j'ai cherché des raisons, je me suis comparée, j'ai pris des décisions dans l'urgence, complètement dissociées, état dans lequel je suis souvent. J'ai commencé à ressentir dans le corps petit à petit, grâce aux pratiques du programme Rise. Je suis le programme à mon rythme car mon système a très peu de capacité aujourd'hui. Mais j'ai appris grâce à toi que cette capacité peut grandir. Pardon, c'était long. Ne t'excuse pas. Ma question. Quand on commence à travailler avec son système, comment fait-on pour se réguler en présence d'autres personnes dans une conversation, dans un moment de trop? Par exemple, le tunnel du soir avec les enfants, quand l'entourage n'est pas sensible au sujet du système nerveux. Je ne dis rien et j'absorbe, alors qu'au contraire, je sens que mon corps a besoin de s'exprimer et c'est tellement infime, les automatismes prennent le relais direct. Merci Camille de m'avoir donné l'opportunité d'écrire ces lignes, de m'avoir offert un espace d'expression safe, que mon histoire soit utilisée ou non, c'était un cadeau pour ma journée. Sage comme une image. Cette expression, elle est justement très imagée. Une image, ça ne bouge pas. Sage comme une image, je déteste cette expression parce qu'elle décrit tellement bien les enfants qui sont figés, qui sont obligés d'aller dans le figement. Les enfants qui sont obligés d'aller dans une réponse de phoning aussi, ce qu'on appelle le phoning, le people pleasing, c'est cette réponse dans laquelle va l'enfant une fois qu'il a épuisé toutes les autres réponses. Et c'est cette réponse où voilà, exactement ce que tu décris. Je vais me faire tout petit pour pas déranger. Et puis, si possible aussi, je vais répondre bien aux besoins de mes parents. Comme ça, je vais rester en sécurité. Le fait de répondre aux besoins des autres, c'est ça qui me permet d'être en sécurité. Ça, c'est la croyance qu'il y a dans le phoning. Et quand je dis croyance, c'est pas tu crois quelque chose dans le sens de tu t'inventes quelque chose. C'est une croyance qui est absorbée, intégrée parce que c'est la façon de survivre dans cet environnement-là. C'est comme des parents qui disent « Ah, toi, t'étais un bon bébé ». Moi, ça me met toujours la puce à l'oreille. Un bébé, c'est pas bon. Genre, un bébé, ça pleure, ça exprime ses besoins, après, ça commence à aller à 4 pattes, ensuite, ça détruit la maison. Moi, je suis dans cette phase-là avec ma fille. Et c'est pas fait pour être bon, un enfant ou un bébé. Non. Quand on dit « T'étais un bon bébé », c'est un bébé qui a compris qu'il fallait pas déranger, soit parce que les parents sont submergés, soit parce qu'ils sont déconnectés de leur propre corps, soit parce qu'ils sont en proie à leur propre trauma, et tout ça, ça donne un niveau de dissociation, et donc un bébé qui ne sent pas de présence. Même quand il y a une présence, t'es là mais je te sens pas. C'est effrayant pour un bébé, et ça fait qu'on va dans le figement. Donc sage comme une image, t'étais un bon bébé, si on vous dit ça, il y a du figement là quelque part. Tu décris, on est efficace. Pas de douceur, ma mère était efficace. Moi, j'appelle ça le désert émotionnel. Ce désert émotionnel, il a énormément de conséquences physiologiques. Grandir dans un désert émotionnel, bien sûr, ça affecte la façon dont on est capable ou non de réguler nos propres émotions. Ça affecte notre façon d'entrer en relation. Ça affecte l'estime de soi énormément. Toute la physiologie du stress, et c'est là où ça vient parler de la santé. À nouveau, je vais pas ouvrir cette porte, mais vraiment tout l'axe de la réponse au stress qui est complètement perturbé, et du coup tous les autres systèmes du corps aussi. La construction de notre identité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nos parents comme miroir sans cesse, en fait. Si on n'a pas de miroir, c'est très difficile d'aller construire notre identité. Et même le développement cérébral, le développement du cerveau, on a montré que quand il n'y a pas de répondant émotionnel et qu'il n'y a pas du coup cette connexion, le cerveau, donc le système nerveux central, ne peut pas se développer correctement. Et donc ça, plus tard dans la vie, ça donne des taux plus élevés d'anxiété et de dépression, ça donne des personnes qui disent « je me sens vide », c'est ce sentiment chronique de « je me sens vide à l'intérieur de moi » ou une forme d'engourdissement, voilà, ce figement qui donne ça. Une difficulté à identifier ses propres émotions aussi. À nouveau, parce qu'on n'a pas eu de miroir, il y a la régulation émotionnelle, mais il y a déjà juste les identifier aussi. Des styles d'attachement évitants,
anxieux. Et je vous renvoie ici à nouveau aux épisodes sur l'attachement, 74, 75, 76, pour aller dans les styles d'attachement, pour aller un peu plus profondément, ce besoin de plaire aux autres que tu décris. Je vais prendre les projets, tu sais, je me pose même pas la question, est-ce que ça me va à moi de prendre ce projet ou pas? C'est ok, on a pensé que je serais la bonne personne, bon bah ok, je suis la bonne personne. La dissociation, difficulté de faire confiance aussi, potentiellement, il y a tout ça. C'est pas juste j'avais des parents qui étaient coupés de leurs émotions. Toutes les conséquences, c'est ça. Donc ici, je vais prendre ta question pour rester dans la question générale de l'épisode qui est, voilà, comment revenir à soi, comment ne pas se compromettre soi dans les relations aussi. Et tu parlais notamment de ce moment, ce qu'on appelle le tunnel du soir. Donc j'imagine c'est du moment où on rentre à la maison, où voilà, faut faire le dîner, le bain, l'histoire et tout ça jusqu'au coucher. Tu dis que c'est un moment de trop. Donc qu'est-ce que ça me dit moi? Ça me dit c'est un moment de trop, c'est un moment où son système, il va potentiellement dans la réponse traumatique. La réponse traumatique, c'est là où on va quand c'est trop pour nous. Okay, la réponse traumatique, c'est le figement. C'est là où on va faire une expérience d'impuissance. Et on peut faire ces expériences de force contraire aussi. Il y a de la colère, ou il y a de la frustration, et en même temps, il y a de l'épuisement et de l'impuissance. Ça, c'est la recette pour aller dans le figement. Et je sais qu'on peut tellement ressentir ça face aux enfants parfois. Donc réponse traumatique potentiellement déclenchée, et ce que je lis entre les lignes, c'est pas de soutien, parce que tu me dis comment faire avec quelqu'un qui est, dans ce moment-là, avec quelqu'un qui est pas sensible à tous ces concepts de système nerveux. Et bien sûr, un moment où c'est particulier parce que t'as besoin d'être présente à ta fille, t'as besoin d'être présente à ton enfant, et tu ne peux pas gérer un tiers dans ce moment-là. Donc ici, c'est une question de limite à poser. Et tu en parlais. Tu disais, j'arrive pas encore bien à dire non. Je sens entre les lignes que c'est un sujet pour toi. Une limite à poser de, je ne peux pas dealer avec toi là maintenant. Je vais donner une comparaison un peu extrême, mais c'est comme pendant l'accouchement. Si monsieur, il a peur du sang, on le sort de la salle. On ne peut pas dealer avec vous maintenant. Merci. Pas besoin qu'il y en ait un qui s'évanouisse, on a autre chose à faire. Là, c'est une limite à poser. Et ça paraît dur, dit comme ça. Mais vous ne savez pas combien de fois j'ai fait ça avec Mathis, avec mon mari, depuis que Lila est née. Ça a activé énormément d'abandon chez lui, et du coup il travaille en somatic experiencing là-dessus. Et c'était vital pour éviter des disputes totalement inutiles à plein de moments. C'est-à-dire là, je suis concentrée sur elle, je ne peux pas dealer avec toi. Oui, tu n'es pas bien là maintenant, oui, t'es anxieux, oui, tu ferais les choses différemment. Non. Là maintenant, non, parce qu'il y a le tunnel du soir, il faut qu'on avance, sinon on va se coucher à 22h. Et c'est pas possible. Et en même temps, ça rend un grand service, ça remet chacun à sa place. Donc ça, c'est une question de limite. Puis je vais revenir dessus. Et puis après, il y a le soutien. Le soutien qui peut-être ne peut pas être donné. Et peut-être ici, c'est revenir à toi. Notre sujet, c'est ne pas s'abandonner dans la relation à l'autre. Et comment je fais pour revenir à, ok, c'est quoi? Parce que quand on parle de limites, on parle de besoins. Les limites, elles servent à quoi? Elles servent à honorer nos besoins. Sentir à l'intérieur, qu'est-ce qui te ferait te sentir soutenu dans le tunnel du soir, et organiser ça. Peut-être c'est une transition qu'on doit faire différemment, peut-être que certaines activités ou l'organisation un peu différente. Je crois qu'en tant que parent, on croit devoir faire plein de choses et on est pris aussi dans ce qu'on a vécu enfant, un peu dans un truc de c'est comme ça. Et ça nous empêche de faire autrement, mais c'est peut-être, voilà, switcher l'ordre des choses, peut-être switcher la douche et le dîner, j'en sais rien, ou déléguer à certains endroits, par exemple, voilà, poser une limite très claire, je ne veux pas cuisiner le soir. Le soir, c'est trop de cuisiner. Donc, on s'arrange. Moi, chez moi, par exemple, quand j'étais petite, mon père est né en France, mais il est allemand, sa mère est allemande, bref, il a toujours parlé allemand, donc on a eu beaucoup la culture allemande. Ma grand-mère venait beaucoup à la maison, donc on avait beaucoup la culture allemande à la maison. Et le soir, c'était Abendbrot. Et Abendbrot, c'est le dîner des Allemands. C'est en gros, en été, on met une salade, en hiver, on met une soupe sur la table. Et puis après, c'est du pain avec du fromage, des trucs, puis chacun fait son truc. Et c'est très bien. C'est rapide, la soupe, on peut la batch cooker le week-end et on la met au congélateur, on a toujours de la super bonne soupe fait maison. C'est juste pour ouvrir un petit peu les perspectives, parce que quand on est activé comme ça et fatigué, on pense pas nécessairement que autre chose est possible. Après, quand tu me dis quand l'entourage n'est pas sensible au sujet du système nerveux, ce que je lis ici ou ce que je sens, c'est qu'il y a un sujet de je ne me sens pas rejointe à cet endroit-là. Je ne me sens pas comprise, je ne me sens pas vue, je ne me sens pas entendue. Donc du coup, je poserai cette question encore plus précisément. Je poserai pas la question comment ça ferait de me sentir soutenue, mais qu'est-ce qui me ferait me sentir rejointe, vue, considérée, moi aussi dans mes besoins, dans le tunnel du soir. Et faisons l'expérience dans le corps. Fais des tests de choses et faisons l'expérience dans le corps. Et puis, si tu peux, hors activation,
ne pas attendre d'être dans le moment de l'activation, mais en dehors du moment d'activation, faire cet exercice d'exprimer tes besoins. Et ça, tu peux, si c'est difficile, même le faire graduellement. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, pour ton système, ça semble impossible de venir exprimer tes besoins. À quelqu'un, je veux dire, à l'oral. Donc peut-être que c'est ok, pour le moment, je vais les écrire comme si je devais jamais les donner à personne. Jamais personne ne verra cette feuille de papier. Si c'est juste mes besoins de moi à moi, donc vraiment mes besoins viscéraux, si j'ai de l'espace pour ça, que je peux vraiment m'écouter, ça serait quoi? Et puis après, dans un second temps, on voit comment est-ce qu'on met ça dans la matière. Mais il faut diviser, c'est comme les limites ici, c'est ce qu'on apprend dans le programme Rise, il faut diviser les temps. Parce que sinon, on est complètement phagocyté par « mais attends, je vais parler moi par exemple de mon mari, mais ça, il voudra jamais le prendre en charge. » Je suis phagocyté tout de suite par l'autre. Mais là, l'exercice justement qu'on essaye de faire, c'est non, il y a moi et il y a l'autre. Et on doit refaire cette séparation. Et cette séparation ne nous empêche absolument pas d'être connectés. Et puisque enfant, il nous a fallu choisir entre authenticité et attachement, on croit que cette séparation, d'avoir bien clair, ça c'est mon corps, ça c'est mes besoins, ça c'est moi, ça c'est là où moi je vais, ce que je veux, et que l'autre a la même chose, ses besoins là où il veut, qu'on est deux êtres séparés, on croit qu'on peut pas se connecter. Si on est complètement dans notre authenticité. Et ça, il nous faut absolument... Tu sais, c'est presque te le redire tous les jours, quoi. Je n'ai pas à choisir entre authenticité et attachement. Si j'ai à choisir entre authenticité et attachement, c'est pas une vraie relation. Et puis tu dis, les automatismes prennent le relais direct. C'est normal, ça, dans un moment de trop. Donc c'est pour ça que je te dis, travaille à l'organisation et à tes besoins et à sentir dans le corps en dehors des moments d'activation. C'est décider que ce moment, il doit changer. Et puis après, ralentir ce moment. Et chaque jour, peut-être, tu décides d'un petit truc minuscule que tu vas changer et tu le testes. Mais pour pouvoir faire ça, tu dois ralentir un peu le rythme. Si tu ralentis pas, t'as pas le temps de faire un autre choix dans le moment. C'est ce que tu dis, les automatismes prennent le relais. Donc il faut que tu trouves un moyen de ralentir. Je sais qu'avec un enfant, pas facile. Voilà. Est-ce que dans le tunnel du soir, il y a des choses peut-être pas absolument nécessaires qu'on pourrait supprimer pour pouvoir ralentir un tout petit peu ou le commencer avant, je sais pas. Parce que le système nerveux, il est ultra rapide et il est lent à la fois, le système nerveux autonome. Quand c'est familier, il est ultra rapide. Il est en mode, ok, je sais quel dossier c'est, mémoire implicite, touc. Ça nous active, là, on crie, boum. Dès qu'on veut changer, il est vachement lent, parce que c'est comme si on doit changer tout le code à l'intérieur, si je prends un langage un peu informatique. Et c'est ça, en fait, on doit changer de voie neuronale. C'est genre, attends, je suis là, non, je vais pas prendre ce chemin-là, je vais prendre l'autre. Donc c'est un chemin qu'on connaît pas, on doit s'orienter, c'est beaucoup plus fastidieux, c'est beaucoup plus lent. On doit lui donner cette lenteur nécessaire au changement. Et je sais que ça peut être frustrant, et si on s'y engage, à long terme, les choses changent. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour la question sur le tunnel du soir. Il y aurait encore, bien sûr, 1000 autres choses à dire sur le fait que tu te sois effondré, le burn-out, etc. Et je vais toucher ce sujet-là dans l'épisode de juin sur la santé, donc sur les conséquences de ce désert émotionnel sur la physiologie. Ça adressera ce que tu me partages là, donc c'est pour ça que je vais pas le faire ici. Je vais dans l'histoire de Maëva, ce que tu m'as partagé, Maëva. Tu me dis, je traverse depuis plusieurs mois une période très intense déclenchée par une relation professionnelle qui m'a profondément déstabilisée. Cette relation a été un véritable déclencheur. Elle a fait émerger des schémas très anciens que je n'avais jusque-là jamais réellement identifiés. J'ai pris conscience que depuis l'enfance, je fonctionne beaucoup en hyper-adaptation, avec un besoin d'être irréprochable et une peur très forte de ne pas être aimée. Dans cette relation, je me suis beaucoup suradaptée. J'ai donné, partagé, cherché à créer du lien, souvent au détriment de mes propres limites. Progressivement, je me suis sentie en insécurité. Lorsque j'ai commencé à poser des limites, ça a généré du conflit et des réactions qui m'ont profondément touchée et ont activé chez moi des états que je n'avais jamais connus auparavant. J'ai notamment fait mes premières crises d'angoisse avec une sensation très forte de perte de contrôle, comme si je devenais folle. Ça a été extrêmement violent à vivre. En parallèle, en me renseignant sur le système nerveux, j'ai compris que je passais par des états de figement. Aujourd'hui encore, malgré la compréhension que j'ai de ce qui se joue, je me retrouve souvent bloquée, sans énergie, prise dans des boucles mentales dont j'ai du mal à sortir. Cette situation m'a amené à un épuisement profond. J'ai dû arrêter mon activité après avoir tenu plusieurs mois et je me retrouve aujourd'hui dans un entre-deux, sans repère, avec une grande instabilité intérieure et des difficultés à me remettre en mouvement. Typique du figement, ce que tu décris là, bien sûr. Ce qui est particulièrement difficile, c'est que dès que je pose une limite ou que j'exprime un désaccord, je suis envahie tout de suite par la culpabilité et le doute. Je peux passer des heures à rejouer les situations, à me demander si j'ai été injuste ou si j'aurais dû faire autrement. J'ai aussi beaucoup de mal avec l'idée de faire du mal aux autres. C'est même quelque chose que je redoute profondément.
au point d'avoir longtemps préféré me taire ou m'adapter plutôt que de risquer de blesser. J'ai l'impression que parce que j'ai moi-même beaucoup souffert, je ne veux surtout pas faire vivre cela à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être coincée entre deux choses, me respecter ou préserver le lien. Et dès que je me choisis, une insécurité très forte se réactive. Si nous échangions ensemble, ma question serait: comment apprendre à faire confiance à ce ressenti et à poser des limites sans être submergé ensuite par la culpabilité, le doute et la peur de ne plus être aimé? Et aussi, comment sortir de ces états de figement et de ces boucles mentales quand on comprend ce qui se joue mais que le corps ne suit pas? J'ai envie de te dire, ce que tu vis a du sens déjà. Tu disais cette impression de devenir folle, tu n'es pas en train de devenir folle, t'es probablement en train de rencontrer des parts de toi qui ont dû se construire très tôt autour de l'idée de « pour garder le lien, je dois m'adapter ». Donc à nouveau, c'est le thème de cet épisode, de choisir entre authenticité et attachement. Et puis tu disais, dans cette relation, je me suis beaucoup donné jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de presque d'énergie de survie, maintenant ça va plus, je suis tellement pas moi, je me sens tellement en insécurité que je dois poser des limites. Et sauf que ces limites, on les pose depuis justement cet espace de survie, depuis cet espace de je vais me noyer, faut que je sorte la tête de l'eau. Et du coup, on les pose pas nécessairement comme on aimerait. Ici, je fais pas de supposition, je parle en général, ça peut sortir de façon plus agressive qu'on aimerait, ou rapide, ou pas de la meilleure façon, on n'arrive pas à le dire, donc on va l'écrire, et effectivement, ça aurait été plus peut-être correct, ou voilà, en lien ouvert de le dire. Et du coup, ça renforce ce cycle de quand je pose mes limites, l'autre le prend mal et puis je suis en danger. Donc c'est pour ça que les limites, c'est quelque chose de vraiment super progressif et qu'on doit faire en 2 temps, comme je proposais à Laetitia juste avant. Ta question où tu me disais comment réapprendre à se faire confiance dans nos limites. Ça va être vraiment la première étape, c'est de séparer. Il y a le moment où je ressens ma limite et il y a le moment où je pose ma limite. Et ce qui nous pose problème, c'est de poser la limite. La sentir aussi, parce qu'on a dû s'en couper depuis tellement longtemps, mais la sentir, généralement, ça revient plus vite parce que, voilà, si c'est comme le besoin dont je parlais tout à l'heure, si tu dis, ok, de moi à moi, quel est mon besoin, quelle est ma limite? En fait, c'est la même question, parce que nos limites permettent d'honorer nos besoins. Quel est mon besoin, quelle est ma limite? Pour le moment, je vais rien poser, je vais rien aller faire. Et ça, te dire ça permet de vraiment être avec soi. Et de faire de la place à cette authenticité. Et ça, petit à petit, on doit le faire. Parce que c'est une expérience corrective. Donc voilà, tu t'es construit autour de, pour garder le lien, je dois m'adapter, je dois être irréprochable, ok, je dois pas décevoir, je dois pas faire du mal, je dois pas blesser l'autre. Et pendant longtemps, sûrement que cette stratégie, elle a été absolument fonctionnelle, elle t'a probablement protégé. Si t'es là aujourd'hui, si t'es capable de m'avoir écrit ce mail-là, c'est qu'elle a fonctionné, parce que t'es là et t'es vivante, puis elle t'a permis de te développer, en fait. De te développer en tant qu'enfant. C'est-à-dire d'être aimé, d'être accepté, peut-être pas dans toutes les parts de toi, mais une baseline d'acceptation suffisante pour que tu puisses te développer, relié aux autres. Le problème, effectivement, c'est qu'à l'âge adulte, certaines relations, puis où tu décrivais que tu t'es investi dans cette relation, des relations, bien sûr, on est investi émotionnellement, viennent toucher ça. Oui, il s'agit de cette relation, mais cette relation, elle réactive des choses beaucoup plus profondes. Là, t'es dans la mémoire implicite, à fond. La mémoire implicite, c'est quoi? C'est quand on croit répondre au présent, mais en fait, on est en train de réagir au passé. Je te renvoie vers les épisodes 69 et 104 du podcast. Écoutez ces 2 épisodes-là sur la mémoire implicite, je pense que ça va beaucoup te parler. Donc, quand je dis, voilà, je crois répondre au présent, mais en fait, je suis en train de réagir au passé, c'est ton système nerveux, ton corps, ton système nerveux. Quand tu poses une limite aujourd'hui dans cette relation-là, lui, ton système nerveux, il réagit pas juste à « là, je suis en train de dire non à cette personne ». Lui, il vit « je vais risquer de perdre le lien, je risque d'être rejeté, je risque de plus être aimé », ce qu'il a absorbé il y a très longtemps, souvent. Et là, le doute arrive, là, la culpabilité arrive, là, les ruminations arrivent. Mais c'est pas parce que la limite, elle est mauvaise dans ce moment-là. C'est parce que ton système nerveux, il vit ça comme un danger. C'est-à-dire que lui, il associe encore la sécurité au fait de t'adapter. Et ça, c'est vraiment cette réponse de phoning dont je parlais pour Laetitia aussi. C'est pour ça qu'il y a cette culpabilité destructrice. Et à mon sens, il n'y a pas que la culpabilité, il y a aussi la honte. La honte d'être responsable de rompre le lien, si c'est moi qui pose la limite. Et ici, du coup, il faut changer une croyance fondamentale. C'est pas parce que je pose une limite que je romps le lien. Il faut adopter la croyance, les personnes, même dans mon entièreté. C'est-à-dire avec mes besoins et les limites que j'ai besoin de poser pour que mes besoins soient honorés. Si, dans cette relation, je ne suis pas aimée, ou au moins acceptée, ou au moins respectée dans mon entièreté, ça n'est pas une relation. Ou c'est une relation qu'on appelle transactionnelle. Il y a certaines personnes un peu cyniques qui diront que toutes les relations sont transactionnelles. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est une relation transactionnelle. Tant que
toi, tu réponds à mes besoins et que toi, tu restes dans ton people pleasing, c'est bien, ça m'arrange. Puis quand tu commences à poser des limites, ça va plus. Et nécessairement, quand on commence à poser nos limites, on va se retrouver avec des situations comme ça. Donc c'est comme si notre pire cauchemar se réalisait. Notre pire cauchemar se réalise. À ce moment-là, on doit couper le lien. Mais pourquoi ? Parce que le lien, il était basé sur de fausses fondations. Et j'y reviendrai après sur ce point. Donc, adopter la croyance, les personnes m'aiment dans mon entièreté. Et ça, c'est un apprentissage progressif. Avec la conscience que le système nerveux le vit le conflit, vit le fait de poser des limites comme un danger énorme. Énorme. Et c'est pour ça que tu disais, je peux comprendre énormément de choses mentalement, mais sans réussir encore peut-être à les sentir dans le corps. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Parce que la compréhension intellectuelle, elle suffit pas à rassurer le système nerveux. Le système nerveux, on peut pas lui dire. Il faut lui montrer. Moi, c'est mon expérience sur le sujet des limites. On a besoin d'une masse critique d'expériences correctrices, correctives, d'expériences dans lesquelles on a posé nos limites et elles ont été, accueillies, en fait. D'expériences où j'ai pu être dans mon authenticité et ça n'a en rien menacer l'attachement. Et je dois faire plusieurs expériences comme ça pour que mon corps puisse se dire « Ah, ok, c'est possible. T'as besoin de vivre, je peux dire non et survivre. » C'est juste ça au début. Je peux dire non et survivre. Parce que je sais que quand on est dans ces boucles-là de culpabilité, de doute, on a l'impression qu'on va mourir. Donc je peux dire non et survivre. Je peux décevoir sans être abandonné. Je peux être moi sans perdre l'amour. Il faut qu'il fasse toutes ces expériences-là. D'accord. Dans le programme Rise, les limites, c'est un sujet super progressif et qui arrive tout à la fin, une fois qu'on a retrouvé de la capacité, une fois qu'on a retrouvé de la solidité intérieure. Parce que c'est ce que je disais, si on va trop vite, on va poser des limites d'une façon qu'on n'aime pas, et du coup, on va culpabiliser sur la façon dont on les a posées. L'autre réagit mal, et puis ça confirme notre peur initiale. Donc on veut pas être dans cette boucle-là, ok ? Et puis, il y a le temps de faire ce chemin d'acceptation aussi, l'acceptation que certaines relations vont se terminer et que c'est ok, parce que les gens ne connaissent pas Maëva. Ils connaissent les réponses de survie de Maëva. La vraie toi, elle est encore enfouie en dessous de ces réponses de survie. Le fait de sentir ses limites et pratiquer seul, le fait de revenir à toi déjà. Donc ça, tu peux faire, c'est une pratique que j'aime bien, très concrète, dès que tu te sens attiré dans le sens de aspirer par quelqu'un, par une situation, même dans le corps, tu peux sentir que tu vas vers l'avant, tu vois, tu t'engages, tu vas apprendre le désengagement. Tu reviens dans ton corps. Et tu pratiques ça encore et encore. Tu reviens, c'est même un mouvement, tu sais, tu peux te repousser doucement en arrière. Tu reviens dans toi, ta colonne vertébrale, ton assise. Non, là, il y a la situation. Là, il y a cette personne. Puis là, il y a moi. Dans les limites, il y a un grand sujet de remettre chaque chose et chaque personne à sa bonne place. Okay ? Honorer, c'est remettre à sa bonne place. Donc, on doit honorer nos besoins, remettre nos besoins à leur bonne place, remettre nos limites à leur bonne place et remettre les choses et les personnes à l'extérieur de nous à leur bonne place. Ils sont pas au-dessus de nous, on n'est pas là en train de répondre à leurs besoins. Non. D'égal à égal, ok ? On est là. Encore et encore pratiquer ça jusqu'à ce que tu puisses sentir dans ton corps la limite entre toi et l'extérieur. Et ensuite seulement, tu viens travailler sur ok, comment est-ce que j'aimerais poser cette limite ? Et puis tu verras que le figement et les boucles mentales associées vont se dissiper d'elles-mêmes. Parce que ton système va faire de plus en plus d'expériences de sécurité. Voilà ce que je voulais te partager, Maëva. Merci pour ton récit. Et je vais dans l'histoire de Laura, avec laquelle on termine cet épisode. Laura qui me dit « Ça me fait drôle de t'écrire et de penser que tu vas me lire. Dans ce sens, ça paraît bizarre. Ça fait des mois que je t'écoute et je te lis. » Pour poser le cadre, je suis thérapeute depuis 15 ans. Ma pratique évolue et se tourne doucement mais fermement vers la théorie polyvagale. Je me suis formée auprès de Quantum Way et continue mon chemin perso et pro sur ce magnifique chemin. Je suis la maman de 2 garçons de 8 et 10 ans. Mon aîné a un TCA. Et dans ma parentalité très 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 challengeante, j'ai découvert la théorie polyvagale il y a 5 ans et ma vie a pu changer d'une manière que je ne soupçonnais pas. Donc la théorie polyvagale, pour concept, c'est la théorie qui explique comment fonctionne notre système nerveux autonome. Et tu me disais, si on allait boire un café, ce serait sûrement un café à rallonge, j'aurais 1000 questions, mais si je devais en choisir qu'une de questions, ça serait: est-ce que tu penses que tout le monde a une blessure de honte qui se cache derrière nos stratégies de survie ? Je lis le livre de Laurent Seller et Aline Lapierre, Guérir les traumatismes du développement, qui explique qu'un enfant blessé, traumatisé, vit de la honte. Absolument. Absolument, absolument. Je veux répondre à cette question. Tu m'envoyais des mots d'encouragement aussi, Laura. Tu me disais,
j'aurais envie de te dire aussi, par rapport à tes partages sur la parentalité, le coût énergétique, que tu es forte et que ça passera cette phase si intense et énergivore. Merci. Vous savez, chez les parents, il y a 2 teams. Il y a ceux qui te disent « Ah bah attends, hein, et puis attends quand il va avoir 10 ans, et puis attends, hein, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. » Et puis, donc il y a les pessimistes et les décourageants, et puis il y a les encourageants qui disent « Ça passe, allez, après 3 ans, ça devient mieux. » Je choisis la team optimiste, je vous le dis tout de suite. Je choisis la team optimiste. Même si c'est pas grave. Après, les choses arriveront, elles arriveront. J'y ferai face. C'est ce à quoi sert la régulation du système nerveux, avec toute la résilience qu'elle nous apporte. Mais je choisis ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Je prends ta question. Est-ce que tu penses que tout le monde a une blessure de honte qui se cache derrière nos stratégies de survie? Je pense que oui. Je pense que oui, sauf pour de rares cas. Il y a par exemple un entrepreneur, Gary Vaynerchuk, que je suis. Lui, il dit toujours que c'est quelqu'un qu'on sent très ouvert au niveau du cœur, qui écoute les gens, qui a monté des business, qui est un entrepreneur incroyable. Et il dit, moi, ma mère, elle m'a toujours encouragée. Et lui, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a pas eu beaucoup de honte de honte toxique, hein, je parle, dans son enfance. Mais c'est vraiment un cas rare. C'est ces enfants qui ont eu l'immense chance d'être acceptés dans toutes leurs facettes, encouragés. Je crois que c'est rare. Et après, je crois que voilà, il y a un spectre et des degrés différents, des stratégies d'adaptation différentes aussi, mais que intrinsèquement on porte tous et toutes de la honte parce qu'on n'a pas été accepté dans notre entièreté en grandissant. C'est vrai que voilà, je vais parler de façon empirique. Je réponds à ta question avec un avis personnel ici. J'ai accompagné des centaines de personnes là maintenant dans le programme Rise, et vraiment le sujet du trauma développemental, donc tout ce qui se passe dans l'enfance, et de la honte toxique, c'est toujours les sujets les plus forts. Je vais dire quasiment toujours, mais vraiment toujours les sujets les plus forts pour les participants et les participantes. Ça fait 10 éditions que c'est comme ça et ça n'a pas changé. Et donc je crois que on a tous et toutes une quantité plus ou moins importante de cette honte toxique à l'intérieur de nous. On cherche tous et toutes à cacher un je ne suis pas assez quelque part. Et on cherche à le compenser. Alors ça peut être par notre people pleasing, le phoning dont on parlait, ça peut être par notre ambition, nos grands projets, nos accomplissements. Mais qu'est-ce qui est vraiment le moteur de ça? Souvent c'est ça quand on dit « Ah, t'as quelque chose à prouver ». C'est une expression un peu commune ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que foncièrement, profondément, il y a quelque chose en moi qui croit que je suis pas assez bien, voire je suis pas bien, voire je suis une mauvaise personne. C'est les empreintes de honte toxique qui viennent nous dire ça. Et vraiment, plus j'avance dans ce travail, plus je crois que la honte, c'est une émotion originelle, noyau, viscérale, hein, genre j'utilise aussi ce mot, corrosive, mais vraiment originelle, noyau, celle qui est au cœur de tout. Parce que sans la honte, si on y pense, moi j'essaye de faire cet exercice. Parfois je suis très ouverte, j'ai beaucoup partagé sur le podcast que la honte faisait énormément partie de mon système. Et parfois je me dis sans la honte, on est ouvert. Et on est vraiment ouvert depuis cette ouverture du cœur, hein, on est le cœur ouvert. Il y a plus de critique intérieure, il y a plus de peur du jugement, il y a plus de people pleasing, il y a plus de peur de décevoir, il y a plus de tu vas pas y arriver, c'est qui pour croire que tu vas y arriver, toutes ces choses hein, qu'on se dit à soi-même, il y a plus de fermeture, il y a plus de protection. Non, sans la honte toxique, il y a de l'ouverture, il y a plus de peur face à l'autre, il y a de la place pour la connexion avec ce qu'elle comprend de vulnérabilité. Et si on est rongé par la honte toxique, on peut pas être vulnérable. Brené Brown, hein, qui est une chercheuse aux États-Unis, exactement sur ces sujets-là, nous l'a montré. Elle a écrit extensivement là-dessus. Et puis quand il n'y a pas de honte, il y a de la place pour répondre enfin à ces questions, sans filtre. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Il y a de la place pour ça quand il n'y a plus de honte. Donc pour répondre à ta question, oui, je crois que il y a une plus ou moins grande quantité de honte toxique à l'intérieur de chacun de nous. Voilà pour mes réponses aujourd'hui, en réponse à vos récits. Merci Laetitia, Maëva, Laura, merci à tous et toutes qui m'écoutez. Donnez-moi votre feedback sur ce format et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.